c'est quoi les problèmes de communication les plus fréquents que tu observes dans les plaintes de salariés ou les situations de souffrance au travail? C'est une communication qui est considérée comme agressive, donc qui manquerait d'empathie, de bienveillance, une façon de parler qui peut être assez brutale, directive. C'est aussi des fois lié au management. Il y a une différence entre donner des ordres, donc le pouvoir de décision, la hiérarchie, et également être agressif et ne pas mettre de forme aucune. Et donc du coup, donner l'impression à l'autre personne qu'elle est humiliée, qu'elle est intimidée, que c'est également offensant pour elle. Bienvenue sur Presque Confidentiel, la chaîne qui donne la parole des acteurs de terrain engagés qui font bouger les lignes du monde du travail. Bonjour Abla. Bonjour Arnaud. Abla, tu es consultante en ressources humaines et tu t'es notamment spécialisée il y a quelques années dans ce qu'on appelle la prévention des comportements inappropriés. Alors les comportements inappropriés, c'est quoi? C'est toutes les situations de harcèlement, de discrimination, d'agissement sexiste également. Si je t'invite ici sur ce podcast, sur Presque Confidentiel, c'est que tu es clairement une experte du sujet. Tu as mené des dizaines d'enquêtes pour plein d'entreprises, tu interviens aussi sur des lignes d'écoute, tu interviens y compris dans des contextes internationaux, tu as recueilli la parole de dizaines de Presque Confidentiels dans des pays différents. Et ce sujet de la prévention des comportements inappropriés, c'est aujourd'hui un sujet qui est manifestement central pour pas mal d'entreprises. Et donc j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ta trajectoire, sur ton métier actuel et sur ce qui t'a amené à faire ce métier? Bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui, moi, j'occupe le poste de consultante senior au sein d'Idoco et mes missions principales sont en effet, d'une part, de gérer une plateforme de remontée d'alerte et également de mener des enquêtes. Et à la base, je suis arrivée totalement par hasard sur cette activité-là. Moi, j'ai un background d'école de commerce, j'ai fait des classes préparatoires et j'ai vraiment commencé au sein d'Idoco dès le départ, dès les bases, à savoir, j'étais un peu en back-office, derrière la plateforme, personne ne savait que j'étais là. Et mon rôle, c'était de traiter et d'analyser les données reçues à travers un fichier, et ensuite de l'exploiter pour transformer ces données quantitatives en données qualitatives. Et au fur et à mesure, je suis montée en échelon et je suis montée aussi sur ces sujets-là, en apprenant davantage sur ce que c'était l'harcèlement moral, les discriminations, sur les contextes également qui mènent et qui génèrent tout ça. Et c'est là où je me suis découvert en fait une appétence, c'était un coup de cœur au final de découvrir tout ça. Et au fur et à mesure, donc la suite logique était de mener également des enquêtes auprès des clients. Justement, on va parler des enquêtes. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est qu'une enquête externe et dans quel cas les entreprises font appel à tes services pour mener une enquête? Alors une enquête est une démarche qui a pour objectif de vérifier la réalité de faits dénoncés. Concrètement, il y a un signalement, donc les entreprises reçoivent un signalement souvent lié à des situations de harcèlement moral, discrimination ou harcèlement sexuel également. Et donc à ce moment-là, ils font appel selon la sévérité et la sensibilité du sujet, ils choisissent de faire appel à un partenaire externe qui permet également donc, d'assurer une impartialité dans le traitement de ces enquêtes-là. Et donc concrètement, comment ça se passe? Donc on reçoit ce signalement, on en prend connaissance, on analyse également les faits qui sont remontés, les faits qui constituent des allégations à ce stade-là, étant donné qu'ils n'ont pas encore été vérifiés. Et ensuite, on entend le plaignant. D'accord. Le plaignant, c'est la personne du coup qui remonte les signalements. Okay. Le plaignant peut être différent de la victime présumée des faits dénoncés. Okay. Si la victime présumée est autre que le plaignant, donc on entend ensuite également la victime présumée. Et ensuite, on identifie une série de témoins, dont les témoignages en réalité vont constituer les preuves qui vont permettre de vérifier, de valider ou non les allégations qui sont remontées. Au-delà des témoignages, donc on peut avoir également des captures d'écran, des messages. Enfin, ça se passe un peu comme dans une enquête policière. Okay. On est à la recherche de preuves pour vérifier des allégations qui sont remontées. Et enfin, donc, à la fin de toute cette démarche-là et de toutes ces étapes, on interroge la personne visée parce que c'est important d'avoir un contradictoire et c'est important également de lui permettre à son tour de donner sa version des faits, sa version de ce qui s'est passé et d'expliquer également, dans certains cas, si les faits sont avérés ou autres, pour quelles raisons ces faits-là ont eu lieu. Abla, c'est quoi les cas que tu rencontres le plus souvent dans les enquêtes? Les cas que je rencontre le plus souvent dans le cadre des enquêtes, ce sont premièrement des cas liés à des pratiques managériales inappropriées, que ce soit par exemple lié au style de communication, à la façon dont les feedbacks sont formulés, au suivi managérial également, un management qui peut être considéré également comme pressurisant.
C'est également des situations, des fois interpersonnelles, où par moment des rôles et responsabilités ne sont pas clairement identifiés. Et donc les deux personnes peuvent se bypasser mutuellement. Et donc dans ce cadre-là, ben, l'une des deux personnes pourrait se sentir harcelée par l'autre. Ok. Et ensuite, c'est des fois des situations enfin pas classiques, mais des situations de souffrance au travail qui sont liées à un comportement précis. Et assez souvent, c'est la communication. C'est la communication le plus souvent qui est mise en cause dans la plupart des dossiers qu'on reçoit, que ce soit sur la plateforme d'écoute ou dans le cadre des enquêtes. Communication, qu'est-ce que tu entends par problème de communication ? C'est quoi les problèmes de communication les plus fréquents que tu observes dans les plaintes de salariés ou les situations de souffrance au travail ? C'est une communication qui est considérée comme agressive, donc qui manquerait d'empathie, de bienveillance, une façon de parler qui peut être assez brutale, directive. C'est aussi des fois lié au management quand c'est un style de communication directive, il y a une différence entre donner des ordres, donc le pouvoir de décision, la hiérarchie, et également être agressif et ne pas mettre de forme aucune, et donc du coup donner l'impression à l'autre personne qu'elle est humiliée, qu'elle est intimidée, que c'est également offensant pour elle. Je me dis, du coup, pour un manager, c'est hyper exigeant parce que dans des moments de pression, ça peut être rapide pour un manager de hausser le ton et de se retrouver dans des situations où on est vite visé par une enquête. Alors comment est-ce que tu fais la part des choses entre des moments un peu d'énervement ou de pression de la part d'un manager versus des cas qui sont vraiment des cas inappropriés, d'insultes ou de comportements dégradants ou humiliants ? Ce sera principalement grâce au témoignage. En effet, s'il y a un moment de pression, typiquement un moment où il faut rendre un livrable, un projet a pris une longue durée, où il y a eu énormément de stress généré, on peut envisager qu'un manager, à un certain moment, s'il y a un retard, s'il y a un non-respect d'une certaine deadline, puisse s'emporter. En revanche, si ça lui arrive souvent, à chaque fois ça se reproduit envers la même personne, là on peut considérer qu'on pourrait éventuellement basculer vers une situation d'harcèlement moral. Si ça arrive une fois dans un moment où il y a une pression énorme et intense sur toutes les équipes, on peut considérer que c'est une fois et ça peut être rattrapé par un recadrage ou autre. Si c'est plusieurs fois et ces plusieurs fois sont confirmées par les témoins et qu'en effet il y a ensuite une dégradation des conditions de travail, que ça génère également de la souffrance parmi les équipes, à ce moment-là, ça va au-delà du seul moment de pression. On s'est emporté pour relâcher un peu justement tout ce stress subi tout au long d'un projet. On parle de management, je sais que tu interviens aussi pas mal sur des cas de violences sexistes, d'agissements sexistes. Voire de violences sexuelles. Et dans les cas justement de sexisme, comment on fait ? Parce que j'imagine qu'il y a plein de situations où il y a des harceleurs qui font en sorte qu'il n'y ait aucun témoin pour avoir des propos ou des agissements sexistes ou agressifs envers des personnes. Et du coup, ces témoignages contre témoignages, comment on fait dans ces situations-là ? Premièrement, c'est de prendre en charge assez rapidement la victime, la personne qui remonte ses signalements et qui en a été victime, de l'accompagner, de mettre en place toutes les mesures nécessaires à sa protection, à veiller sur sa santé physique et mentale également, et éventuellement, selon ce qui est remonté, d'envisager des mesures d'éloignement par rapport à la personne visée, surtout si elles travaillent ensemble. Et donc à ce moment-là, il y a quelques mesures comme des mises à pied à titre conservatoire si nécessaire, et selon ce qui est remonté et ce qui a été vécu. Ensuite, lorsqu'il n'y a pas de témoin, c'est hyper compliqué donc de vérifier tout ça. Et à ce moment-là, la plupart du temps, ce qui est recommandé, c'est de prendre position, c'est de prendre des risques. Lorsqu'on a face à nous une victime dont la souffrance est plutôt claire et évidente, lorsque les faits remontés sont plausibles, sont crédibles, la version est cohérente, et tout ça, du coup, ça implique des itérations. Des fois aussi, il n'y a pas des cas qui tombent du ciel, entre guillemets. Souvent, on a des signaux, on les connaît. On a quelques blagues sexistes, quelques remarques déguisées en sexisme bienveillant envers les femmes, toutes ces choses-là. Tout ce faisceau d'indices-là qu'on a, à ce moment-là, on se dit « Ok, moi, j'ai pas de preuves, je ne peux pas confirmer ça, mais je prends position et en tant qu'employeur, je prends la décision de me séparer éventuellement de cette personne ou de prendre une mesure un peu plus sévère que ce que j'aurais pris en temps normal en l'absence de preuves, parce que je considère que ma priorité est de protéger cette salariée et de protéger les autres salariés d'une éventuelle récidive, plutôt que de prendre le risque de garder cette personne.
Une fois que tu remets ton enquête, qu'est-ce que fait l'entreprise? C'est-à-dire tu remets un rapport d'enquête et qui donne un peu, on va dire, qui fait la lumière sur les Hmm. éléments et qui dit un peu, j'imagine, un certain nombre de conclusions pour savoir si on est ou pas dans un cadre de harcèlement moral ou bien de comportement un peu plus conjoncturel. Qu'est-ce que fait l'entreprise après? Tout à l'heure, on a parlé un peu de la phase d'écoute. En effet, à la fin de cette phase d'écoute, il y a un Ok, rapport écrit. Donc, qui, à ce moment-là, c'est une analyse en fait, sur chacune des allégations. À la lumière de tous les témoignages et de toutes les preuves recueillies, on va conclure sur chacune des allégations si elle est fondée ou infondée ou invérifiable également, ça peut arriver. À ce moment-là, donc on remet ce rapport à à la DRH. Je dis la DRH parce que c'est souvent les DRH qui nous mandatent, et uniquement à la DRH pour ok, des raisons de confidentialité. Et donc à ce moment-là, il y aura également dans ce rapport des recommandations de plans d'action, soit de mesures disciplinaires si jamais c'est nécessaire, soit à ce moment-là des plans d'action un peu plus globaux quand le sujet est également systémique, ce qui arrive aussi souvent quand le sujet est plus organisationnel. Quand par exemple, tout à l'heure on parlait du management, en effet, il y a souvent des réactions managériales qui sont liées aussi à un stress et une pression qui est subie, qui redescend en fait sur les équipes. ok. Donc ça peut arriver également. Donc il y a divers plans d'action possibles. Il y a aussi de la formation, des coachings, des médiations également. L'entreprise va prendre un temps de réflexion pour valider ou pas le plan d'action et donc décider des actions qui sont possibles et réalisables dans leur contexte. C'est très clair. Et du coup, quel est l'intérêt pour une entreprise de faire appel à une enquête externe? C'est quoi l'intérêt en réalité? C'est pour plus d'impartialité, Ok, pour se protéger également, pour que le rapport soit moins discutable. ok. Et quand on fait appel à un partenaire externe, ça rassure également les collaborateurs. Parce qu'il faut savoir que des fois, et c'est l'une des plus grandes difficultés que je rencontre en tant qu'enquêtrice externe, c'est la réticence à la participation par crainte des représailles. Et donc le fait que ce soit quelqu'un d'externe, ça peut rassurer également les témoins, ça peut les encourager à parler, et ça libère la parole au final. Crainte des représailles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés ont peur de s'exprimer en disant si je m'exprime et que je témoigne sur des comportements inappropriés que j'ai vus, je risque d'avoir une sanction ou ça risque de m'être reproché à un moment, c'est ça? C'est ça, ça risque de compromettre mon avenir professionnel au sein de l'entreprise. Et comment tu fais pour donner confiance aux personnes? Parce que j'imagine que du coup, dans une enquête, si je suis témoin, je me retrouve face à toi et tu vas me poser plein de questions sur ce que j'ai observé. Comment est-ce que tu fais pour créer ce lien de confiance avec les Mm. personnes que tu rencontres en enquête? Ça se passe dès l'introduction. Au départ, donc, dans un entretien, si je les rencontre, dans le cadre d'un entretien, on pose un cadre. On Ok, pose un cadre dans lequel on explique pourquoi on est là, qui nous a mandatés, quel est notre objectif, comment ça se passe, en leur disant également que tout est confidentiel et que si on a besoin de partager certains éléments, on ne le partage qu'avec leur accord et leur accord explicite. ok, C'est très important, c'est un point très important, c'est de sécuriser en fait la confidentialité des échanges et de rassurer les salariés par rapport à ce point-là. Ensuite, c'est un point important, ils sont protégés contre toute forme de représailles d'accord. par le droit du travail en tant qu'ils soient plaignants ou qu'ils soient également témoins. Et donc ça, c'est quelque chose dont peu de personnes ont connaissance, mais c'est le cas. Et donc du coup, ensuite, c'est en posant tout ce cadre et tout cet échange et en leur expliquant pourquoi ils sont là, au fur et à mesure, on constate qu'ils se détendent D'accord. et qu'ils sont beaucoup plus rassurés. Et le point aussi important, c'est que je leur dis aujourd'hui, ne partagez que ce que vous avez vu, que ce dont vous avez été témoin et votre expérience et également votre ressenti, même si on est à la recherche d'éléments factuels. Des fois, les ressentis, quand ils s'accumulent, qui sont plusieurs ressentis similaires, peuvent devenir une preuve. Moi, j'ai une question, c'est j'imagine sur une enquête autour d'une même situation, il y a plein de points de vue différents, il y a des perceptions différentes. Comment est-ce qu'on fait dans une enquête pour démêler le vrai du faux et faire la part entre les faits et les perceptions de la réalité qui peuvent être hyper différentes d'un individu à l'autre? C'est en gros de toujours se remettre aux faits. Toujours. Quels sont les faits aujourd'hui qu'on porte à ma connaissance? Et c'est un exercice qui n'est pas simple au départ. De se dire, et c'est aussi une question qu'on pose souvent aux témoins, de leur dire, quand ils disent j'ai l'impression qu'il est comme ça, j'ai le sentiment qu'il est comme ça, donne-moi un exemple. Donne-moi une situation précise où vous avez eu ce sentiment-là. Et c'est ça au final qui va constituer les faits à chaque fois. Et donc lorsqu'on a plusieurs faits qui sont similaires, là on peut se dire qu'en effet c'est fondé. Lorsqu'on a plusieurs opinions divergentes, à ce moment-là, en effet, c'est très difficile de conclure et c'est là où éventuellement on pourrait conclure à quelque chose d'invérifiable. Et il y a aussi le cas où, en effet, on a plusieurs points de vue qui sont divergents et à ce moment-là, on prend de la hauteur sur tout ce qui a été remonté et de se dire, OK, ce sont des ressentis au final, ils sont tous divergents, mais est-ce qu'il y a un trait commun
un pattern qui est au Ok. final décrit à travers toutes ces perceptions différentes. Si tel est le cas, ben, c'est une preuve. Si Ok. c'est pas le cas, ben, c'est invérifiable également. Abla, à l'occasion des enquêtes, c'est quoi les cas les plus difficiles que tu as rencontrés? Les dossiers les plus difficiles, c'est forcément, d'une part, quand on a une grande souffrance face à nous, parce que peut-être on ne l'a pas mentionné au départ, mais la posture d'enquête, c'est également de rester neutre, de mettre de la distance. Et des fois, on a face à nous ben, énormément d'émotions, énormément de souffrances, qui des fois aussi sont pour des cas avérés. Donc c'est très difficile un peu de jongler entre la posture d'écoute, être bienveillant, accueillir les émotions, mais sans non plus être coach ou psy, parce que c'est pas le rôle, et en même temps cadrer l'entretien, poser des questions guidées, chercher des éléments précis, factuels, rester neutre, mettre de la distance, et donc à la fois donner le sentiment à la personne en face de nous qu'elle est écoutée et considérée et que enfin, c'est pris en compte. Abla, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux équipes RH pour prévenir justement ces situations de management toxique, de harcèlement moral ou de comportement inapproprié? Oui, c'est d'avoir une politique de prévention solide et globale. Et ça passe du coup par la formation, ça passe également par la mise en place de process. Dans peu importe les cas, par exemple, bah, justement, avoir un process de remontée d'alerte, se dire déjà avoir une plateforme de remontée d'alerte potentiellement, se dire qui s'en occupe par la suite et comment c'est traité, qu'est-ce qu'on déclenche dans tel cas, d'avoir également, de savoir comment réagir, avoir tous les leviers possibles pour réagir à quelconque situation de crise ou d'urgence. Et ce qui est le plus important, comme je disais au départ, c'est notamment la prévention. Ça passe par de la formation, notamment des collaborateurs et des managers aussi, parce que c'est des relais importants des équipes RH auprès donc, de chacune des équipes et de chacun des départements, et d'apprendre à toutes ces personnes, au-delà des équipes RH, à détecter tous les signaux qui permettent éventuellement donc, de prévenir qu'une quelconque situation dégénère. Abla, on parle aujourd'hui beaucoup de management toxique. Concrètement, comment réagir quand on a un manager dont on considère qu'il est toxique ou qu'il a des comportements inappropriés? C'est quoi les conseils que tu aurais à donner à des salariés qui font face à des comportements inappropriés? C'est tout d'abord, souvent avant d'arriver à un comportement inapproprié, il y a des signaux préalables. C'est éventuellement d'essayer, je sais que c'est pas simple, on l'a tous été à un moment donné face à notre... C'est pas simple de faire des feedbacks à son manager ou à sa ligne hiérarchique, si dans la mesure du possible de le faire, de remonter les sujets qui vont pas, de dire ce qui nous convient ou ce qui nous convient pas, de poser également ses limites lorsque c'est possible. Et ensuite, si on considère en effet qu'on n'y arrive pas, qu'on souffre, qu'on est mal dans son travail dû à des comportements quelconques d'une quelconque personne autre qu'un manager, parce qu'on a beaucoup parlé du manager, mais ce n'est pas que des managers. À ce moment-là, de le remonter, de le signaler, de parler. Comme on disait, il y a une protection des plaignants contre toute forme de représailles. Il y a également plusieurs moyens de signaler ces comportements-là. Donc, il y a les représentants du personnel, il y a les équipes RH, il y a souvent également des plateformes d'alerte dans les grandes entreprises. Donc, du coup, de signaler ça et de remonter et d'en parler surtout. Ça pourrait être, au départ, ça pourrait être aussi un collègue. Juste, des fois, d'en parler, ça permet de valider ou pas les émotions. Parce que des fois, c'est aussi peut-être parce qu'on est stressé, qu'on est plus sensible, qu'on peut mal interpréter certains éléments. Donc, d'en parler entre nous, d'échanger avec des collègues, de voir si en effet, ben, est-ce que je me suis monté la tête ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que la personne a été témoin de la même chose? Est-ce que les faits, finalement, ont eu lieu ou pas? Ben, tout ça permet déjà, est un premier pas vers une forme de guérison de ce mal-être. C'est quoi les qualités qui sont requises pour faire un métier comme le tien? C'est-à-dire des gens qui voudraient se lancer dans la prévention des situations de harcèlement. C'est quoi pour toi les qualités importantes pour faire ton métier tout simplement? C'est pas tant des qualités, mais c'est les compétences qu'il faudrait développer. C'est la posture d'écoute, écoute active, et c'est c'est également pouvoir écouter et prendre des notes. Ok. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais dans des entretiens, il y a aussi un compte-rendu à faire. Et donc, il faut écouter, prendre des notes, pouvoir rebondir assez facilement et donc être assez rapide dans cette analyse et ce travail d'analyse et de synthèse qui se fait au final en direct. Également, un travail de préparation énorme en amont. Il faut préparer des trames d'entretien, faire attention à ce qu'on se dit et tout, être assez rigoureux dans ce travail-là et ne pas minimiser le travail d'enquête et ce que ça constitue et de rester neutre, de rester objectif et de se remettre toujours aux faits.
Et ça, c'est hyper difficile parce qu'au final, en fait, c'est simple et pas simple. C'est simple dans le sens où, au final, on se remet aux faits. Quels sont les faits que j'ai aujourd'hui entre les mains? Mais d'un autre côté, on a tous nos biais. On a tous nos opinions. C'est inhérent à l'humain. C'est difficile de s'en détacher. Mais à un moment donné, quand on arrive à ce rapport d'enquête, il faut pouvoir s'en détacher. Il faut pouvoir s'en dissocier, prendre de la hauteur et de se dire quels sont les faits que j'ai aujourd'hui entre les mains, qu'est-ce qui est avéré, qu'est-ce qui est confirmé ou pas. Et à la lumière de ça, quelle conclusion je donne. Abla, quel conseil t'aurais à donner à une personne interrogée dans le cadre d'une enquête, que ça soit en tant que témoin, que victime ou qu'auteur potentiel? C'est quoi les conseils que tu aurais à donner si demain je me retrouve interrogé dans le cadre d'une enquête en tant que témoin? C'est de rester factuel. Ok. C'est important parce que c'est ce qu'on cherche, ce sont les faits. Ensuite, c'est de parler de son expérience, de son vécu, de ce dont on a été témoin et pas de ce qu'on nous a raconté. Après, des fois, ça pourrait être en effet utile de se dire vous devriez peut-être interroger cette personne, elle m'a parlé de ça. Mais de ne pas en faire un fait. Ok. Ce qui est un fait, ce qui est remonté, c'est ce dont moi j'ai été témoin et pas ce dont une autre personne a été témoin et m'a raconté. Ok. Donc c'est ça la difficulté. Donc la difficulté, oui, c'est de ne pas tomber dans les rumeurs. Et donc j'imagine que ton métier, c'est de faire en sorte que des rumeurs ne deviennent pas la réalité, et c'est de faire le tri entre les vrais faits, les vrais événements versus les rumeurs qui sont parfois un peu amplifiées. Complètement. C'est ça exactement. C'est pour ça que quand on est en entretien, on insiste beaucoup sur les dates, sur les lieux où ça s'est passé, quand, qui était là, et on reconfirme et on reformule comme tu as fait. Et du coup, pour reconfirmer tout ça et revalider avec chacun des témoins, et c'est comme ça comme on fait le tri finalement entre ce qui est factuel et ce qui est de l'ordre des rumeurs. Abla, je me dis, tous les jours, tu écoutes des personnes en souffrance, en difficulté ou sur des sujets difficiles. Comment tu fais pour garder le moral, garder de la distance et rester dans une énergie positive malgré le fait d'être confronté régulièrement dans ton quotidien à des situations émotionnelles qui sont quand même assez lourdes à écouter en tout cas? C'est de constater qu'il y a une amélioration, que de plus en plus d'entreprises mettent en place les actions nécessaires pour remédier à ça et pour également prévenir que de telles situations se produisent. Nous, on a cette chance d'avoir une certaine éthique qui est encouragée par notre hiérarchie, mais également par nos clients qui souhaitent que tout se passe dans une stricte impartialité et une stricte neutralité. Et donc, tout ça, toutes ces actions positives, voir ces améliorations, voir que de plus en plus de choses sont mises en place dans la prévention, dans également le traitement des dossiers, dans l'accompagnement des victimes avérées de ces faits-là, et également dans l'accompagnement des personnes visées lorsque c'est rattrapable et que ces comportements ne justifient pas également une sortie des effectifs. Tout ça finalement dit qu'on ne fait pas ça pour rien, qu'il y a de l'impact, qu'il y a des résultats et que tout ça au final mène à quelque chose pour éventuellement mettre en place et renforcer un climat de confiance, un climat également de bien-être pour les collaborateurs qui est au final synonyme d'engagement et de performance pour les entreprises. Là, on entend parfois un discours de personnes qui disent voilà, il y a de plus en plus de gens qui se plaignent, le moindre comportement peut être vu comme un comportement inapproprié. Il y a de plus en plus de sensibilité des salariés quand il y a une parole qui sort un peu du cadre. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, et est-ce que c'est vrai qu'il y a une sensibilité plus importante de la part des salariés aujourd'hui? Je ne sais pas si j'appellerais ça une sensibilité plus importante ou une prise de conscience que certaines choses ne sont pas OK et ne sont pas possibles dans un environnement professionnel. C'est là où est la nuance, où est la sensibilité en effet, où est-ce que les gens ont réellement pris conscience et ont compris que certains comportements étaient problématiques et nuisaient au bien-être général et collectif des collaborateurs. Après, est-ce que les cas ont augmenté? Oui et non, ça dépend des périodes. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi lié à un contexte plus global. Ça dépend de ce qu'il y a. Des fois, par exemple, on a vu des entreprises, lorsqu'elles lancent justement des formations de sensibilisation, de prévention des harcèlements et discrimination, on se retrouve avec des fois des pics de signalement, des pics d'enquête, parce que les personnes prennent conscience justement de certaines choses qui n'allaient pas dans leurs conditions de travail, dans leur quotidien de
de travail. Abla, est-ce que tu aurais une information presque confidentielle à nous partager? Dans le cadre de mon métier, c'est compliqué parce que tout est confidentiel. En revanche, il y a certains éléments qui sont des fois peu connus. C'est les dispositifs justement de remontée d'alerte. Donc moi, j'ai pu constater que tout au long de mon expérience, très souvent, les personnes, les collaborateurs que j'entends n'ont pas connaissance de l'existence de telle plateforme ou de tel outil de remontée de signalement. Et donc le plus important, c'est ce que je conseillerais du coup aussi aux équipes RH et aux entreprises de manière générale, c'est de communiquer à ce sujet-là et de communiquer de façon régulière et du coup de également s'appuyer sur les managers comme relais pour transmettre ces informations-là. Abla, est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller? J'essaie assez souvent de me mettre à jour et mettre à jour mes connaissances par rapport aux évolutions juridiques, notamment parce que ma formation des bases n'est pas liée à ça, et de prendre connaissance également des dernières jurisprudences et tout. Et donc dernièrement, j'ai lu le dernier guide du défenseur de droit concernant donc, les enquêtes internes. C'est un guide de recommandations adressé aux entreprises du secteur public et du secteur privé, donc concernant comment mener des enquêtes, dans quel cas, qu'est-ce qu'un signalement, qu'est-ce qu'on fait par la suite, les délais, et je trouvais ça très intéressant. Merci beaucoup, Abla. Merci à toi. J'espère que ton témoignage, du coup, puisque il s'agit d'un témoignage sur les enquêtes, donnera plus d'informations à la fois aux entreprises, aux équipes RH et aux salariés qui demain pourraient se retrouver confrontés à une situation d'enquête. Merci, j'espère aussi. Et comme je disais, j'espère qu'on encouragera davantage une logique plus de prévention. Il y a une question à laquelle j'aimerais répondre également, qui se pose assez souvent, c'est est-ce qu'un jour il y aura plus de cas? Est-ce qu'un jour il y aura plus de harcèlement? Ça, je ne pense pas. Ma conviction, c'est que ce ne sera jamais le cas. C'est lié au contexte, c'est lié également à l'être humain, c'est lié également à tout ce qui se passe. Par exemple, pendant le Covid, on a vu une recrudescence de tous ces cas-là. Et donc, c'est pas tant de faire en sorte qu'il n'y ait plus de cas, mais c'est de faire en sorte que les personnes, les collaborateurs, les managers, les équipes RH soient en mesure de détecter les premiers signaux, mais également de traiter par la suite lorsqu'il y a ces cas. D'avoir tous les dispositifs et tous les moyens et tous les outils possibles pour traiter un dossier et de mettre en place les actions et les mesures nécessaires, le cas échéant. Merci, Abla. Merci à toi.